Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Ça commence un peu à bouger sur la scène politique. Moins de 2 semaines après son investiture, le président de la République a nommé son nouveau Premier ministre et l'a chargé de former le gouvernement. Abdelaziz Djerad, docteur en sciences politiques à l'université d'Alger, est considéré comme un nouveau profil. Un technocrate qui, à sa première déclaration, a annoncé que le défi majeur est celui du recouvrement de la confiance en notre société. Il a affiché sa volonté de travailler avec l'ensemble des compétences nationales pour relever les défis socio-économiques et sortir de cette période délicate que traverse notre pays. Parmi les autres changements, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a nommé également Mohamed Saïd Belaïd, ministre conseiller à la communication et porte-parole officiel de la présidence de la République. Abdelmajid Tebboune qui a également lancé des consultations en recevant hier Ahmed Ben Bitour, l'ancien chef du gouvernement, pour parler de la situation générale du pays. Alors, quels sont les défis auxquels devra faire face le futur gouvernement sur le plan politique et économique? Nous en parlons ce soir avec nos invités, avec en trame de fond le discours du chef de l'État prononcé lors de son investiture. Nous accueillons sur ce plateau Monsieur Mostafa Mekidesh. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être ici. Vous êtes expert en économie. Nous accueillons également Monsieur Abdelmajid Zaalani, expert en droit constitutionnel et que nous avons déjà eu le plaisir d'accueillir. Et nous avons avec nous depuis Oran Monsieur Guigui Saad, professeur en sciences économiques. Monsieur Guigui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Alors avant d'entamer le débat, je vous propose de revenir sur le parcours du Premier ministre nommé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avec Bouchra Ali. Voici le nouveau locataire du palais du docteur Saaden. Il s'agit d'Abdelaziz Djerad qui succède à Sabri Boukadoum, chargé jusque-là d'assurer l'intérim de poste de Premier ministre. Né à Khenchela le 12 février 1954, l'homme possède un CV bien étoffé. Diplômé de l'Institut des sciences politiques et des relations internationales d'Alger en 1976, Abdelaziz Djerad obtient en 1981 un doctorat d'État et sciences politiques de l'Université de Paris. Professeur des universités depuis 1992, il a enseigné dans plusieurs établissements universitaires en Algérie et à l'étranger. Il a par ailleurs contribué à la formation de nombreux universitaires et cadres de l'État. Le nouveau Premier ministre a occupé plusieurs responsabilités et hautes fonctions, dont celle de directeur de la prestigieuse École nationale d'administration d'Alger de 1989 à 1992. De conseiller diplomatique à la présidence de la République de 1992 à 1993 et de secrétaire général de la présidence de la République de 1993 à 1995. Abdelaziz Djerad a également occupé le poste de directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale entre 1996 et 2000 et celui de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de 2001 à 2003. Académicien reconnu par ses pairs, il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles de sciences politiques et de relations internationales. Ce père de 4 enfants qui a accompli son service national de 1984 à 1986 est chargé de former le nouveau gouvernement dont le premier défi est de regagner, selon ses propres termes, la confiance du peuple. Bien voilà, un nouveau profil, une nouvelle politique de la communication institutionnelle, un Premier ministre technocrate tourné vers les compétences nationales. Messieurs, peut-être une lecture de ce qui se passe actuellement sur la scène politique, Monsieur Mekidesh. Moi, je pense qu'il y a donc des changements majeurs qui apparaissent dans le paradigme politique et économique. Et ça a été, à mon avis, l'un des aspects les plus importants. Donc, c'est de séparer l'argent de la politique. C'est un aspect majeur dans la gouvernance moderne. Et j'ai pu constater à travers mon expérience en tant que président du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, à travers les pays africains que j'ai eu à évaluer, des situations où cela représentait donc un obstacle majeur, y compris pour les alternances. Donc cet aspect est un aspect, si vous voulez, qui est une rupture que le président de la République a indiqué bien avant qu'il soit candidat. Ses engagements. Absolument, et qu'il a
et qu'il a réitéré de façon explicite. Et ça, c'est un aspect majeur, parce que ça va permettre donc, si vous voulez, de construire des institutions politiques qui seraient donc à l'abri de cela. Ça, c'est un... pour qu'elles évitent tout dépassement à venir. Et l'aspect aussi d'avoir un secteur économique qui, lui, sera basé sur la performance économique, et l'accès, si vous voulez, aux facteurs de production pour les entrepreneurs ne sera pas lié à la proximité aux politiques, mais lié, si vous voulez, à l'efficacité du business model et également et aux forces du marché. Ça, c'est fondamental, si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est cela qui nous classait dans le climat des affaires dans des pays assez... Donc ça, c'est un aspect qui est important. Et également l'écoute et l'acceptation des contre-pouvoirs. La gouvernance moderne, maintenant, est basée non plus sur up-down, c'est-à-dire tout vient d'en haut et puis en bas on exécute, mais également intègre ce qu'on appelle donc un partage de pouvoir. Bottom-up, c'est-à-dire qu'on accepte que les idées viennent d'en bas aussi et puissent être prises en compte par l'exécutif. D'ailleurs, il parle de cette importance de rétablir la confiance également. Cela fait partie de ses engagements. Et l'aspect le plus important qu'il a indiqué, c'est qu'il accepte, lui, en tant que premier magistrat de la République, des contre-pouvoirs. Ça, c'est nouveau. Donc voilà les deux éléments que pour ma part, j'ai estimé étant des éléments fondateurs d'une nouvelle vision. Alors, Monsieur Zailani, est-ce qu'aujourd'hui, cette nomination de Premier ministre de Monsieur Jarrad Abdelaziz, de cette nomination de ministre de la Communication et porte-parole alors que je ne dise pas de bêtises, c'est ministre conseiller à la communication et porte-parole officielle de la présidence de la République. On l'a vu également, le Premier ministre a nommé son chef de cabinet, son directeur de cabinet, il a annoncé officiellement. Est-ce qu'il y a une volonté aussi un peu de transparence et d'aller vers plus de communication institutionnelle à travers ces nouvelles donnes? Oui, je pense, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça commence à bouger. Effectivement, ça bouge. Et je pense les signaux les plus importants qui nous donnent de l'espoir au peuple algérien, à nous tous, c'est par exemple, quand Monsieur le Premier ministre, dans sa première déclaration, on peut la résumer en deux mots, confiance et compétence. La confiance, lui, il va s'attacher à récupérer, avec évidemment sous la direction du président de la République, à récupérer cette confiance qui, tout le monde sent que c'est un peu perdu, un peu, cette confiance, elle n'est pas vraiment très... je dirais pas qu'elle n'existe pas, mais quand même, elle est très perturbée. Donc, il faut donc s'attacher, il faut travailler dans ce sens. Et dans un autre, l'autre volet, c'est la compétence. Et parfois, ce n'est pas facile de faire marcher tous les deux. Par exemple, je veux désigner un gouvernement. Si je veux vraiment que de la compétence, il se peut que ce gouvernement n'ait pas l'adhésion populaire. Il se peut que... Donc je pense qu'il faut réunir ces deux éléments équilibrés entre comment récupérer la confiance du peuple et choisir quand même des gens assez compétents pour faire rouler, enfin pour faire démarrer la machine et avancer sur tous les plans. Maintenant, tout est priorité en Algérie, vu le retard qu'on a pris, vu la stagnation, le retard, pour une multitude de causes, sans revenir en arrière. Moi, j'aime toujours parler plus de l'avenir. Donc, c'est ça les deux premières idées. Je pense, pour réaliser, donc pour choisir un bon gouvernement, déjà, il faut partir de ces deux éléments. Parce que le Premier ministre ou le président de la République, chef de l'État, le président de la République, qui a le pouvoir de nommer les membres du gouvernement, après consultation du Premier ministre, je pense qu'il doit prendre en considération un tas d'éléments pour faire vraiment avancer les choses, d'une part, rapidement, et en même temps, ne pas créer des perturbations, des problèmes en cours de route, etc. Donc, alors, il a dit,
Oui, il a dit aujourd'hui nous sommes prêts à écouter tout le monde. Il a lancé également des consultations. Je vais écouter peut-être l'avis de Monsieur El Guigue également et je reviendrai peut-être à vous. Monsieur El Guigue, alors aujourd'hui, est-ce que ces déclarations qu'on a entendues du Premier ministre notamment et cette volonté d'allier tout le monde, d'aller vers un consensus inclusif, est-ce que aujourd'hui c'est un appel aussi pour faire participer tout le monde à l'édification de cette nouvelle République ? On parle de confiance, compétence. Est-ce que ce sont les deux éléments à relever aujourd'hui? Oui, ces deux éléments sont fondamentaux déjà. Et à mon sens, dans le discours donc, du président Abdelmajid Tebboune, le discours d'investiture bien sûr, pour moi le contenu dénote quand même d'une volonté de retour vers une certaine orthodoxie de management du pouvoir. Et aujourd'hui, et au temps d'aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui donc gérer la chose publique, la politique d'une nation, les destinées politiques d'une nation, en excluant certains. Donc on est obligé aujourd'hui de composer avec tout le monde. Et c'est partant de là, et je suis sûr que c'est par conviction également que le président Tebboune, dans son discours, a longuement parlé de cette volonté donc de revenir vers cette orthodoxie, c'est-à-dire tout simplement placer l'institution avant l'homme. On a été très longtemps, pour ne pas dire trop longtemps, dirigé par des hommes, en écartant bien sûr les institutions. Et aujourd'hui, vous voyez où nous sommes arrivés. Donc, à mon sens, tous les choix, tous les éléments donc, de cette nouvelle vision, de cette nouvelle politique, telle qu'elle est prônée, telle qu'elle est donc promue également par le président Tebboune, dénotent de cette volonté de revenir vers la normalité. Le problème de l'Algérie, c'est que très longtemps, on a considéré que les normes, c'est pour les autres. Pour nous, enfin, on est algériens, on peut se passer de ces normes, aussi bien en économie qu'en société, qu'en politique, qu'en agriculture, qu'en tourisme, etc. Et à partir de là, aujourd'hui, la question de faire associer tout le monde, ce n'est pas un choix, c'est un impératif. On est obligé d'écouter tout le monde, on est obligé de nous entendre, d'accepter de faire notre propre autocritique et de s'accepter également mutuellement si nous voulons avancer. Et à partir de là, comme l'a si bien dit M. Mekidesh, en fait c'est un modèle, c'est un nouveau modèle, un nouveau paradigme de la gestion publique et la gestion politique d'une nation qui est en train de se construire, qui est en train donc de prendre forme. Et dans ce modèle, aujourd'hui, l'exclusion n'a pas de place. Si nous voulons réussir, c'est ensemble. On ne peut pas réussir avec certains. Et donc, l'impératif d'inviter toutes les bonnes initiatives, de s'accepter et d'écouter toutes les propositions est aujourd'hui quelque chose d'important dans le modèle économique et politique que l'Algérie va connaître. Pour reprendre, M. Guigues, les propos même... Pour reprendre, M. El Guigue, les propos même du président de la République lors du discours de son investiture, il avait dit qu'il voulait être ce président de la cohésion sociale, du renouveau, des réformes à tous les niveaux. Est-ce que nous devons aller vers une nouvelle ère politique aujourd'hui avec de nouvelles visions, de nouveaux fondements? Vous savez, moi je m'étais interrogé pendant de longues années pourquoi l'Algérie, qui avait finalement les prérequis pour émerger en tant que pays, en tant que puissance économique et puissance industrielle, ne l'a pas fait. En fait, sur les 4 prérequis pour l'émergence des pays, et ça c'est l'histoire économique moderne et institutionnelle qui nous l'enseigne, l'Algérie avait donc 3 qui étaient remplis. 1, le capital humain, la qualité du capital humain. Je pense que là, de ce point de vue-là, donc, à la fois quand on voit la qualité du mouvement du Hirak, mais également les universités à travers le pays, donc la qualité de nos Qu'est-ce qu'on n'avait pas investi dans les idées? Absolument. Donc on a un capital humain, on a donc ça. Le deuxième élément, c'est les infrastructures. On a des infrastructures qui sont de qualité, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans le transport, que ce soit dans l'eau même. Hein. Vous vous souvenez de la période à Oudjalma, c'était une fois par semaine. Et la sécurité, c'est fondamental, car sans sécurité, rien ne peut se faire. Ce qui manquait, en fait, c'est les institutions au sens large, au sens de Douglas North, c'est-à-dire les institutions politiques, qui soient dans un paradigme de gouvernance qui soit inclusif, et également les institutions économiques, comme le marché. Une bonne gouvernance. On a une bonne gouvernance. Donc, sur le plan institutionnel. Et c'est là, donc, c'est le point faible. Et c'est à partir de ce chantier-là, je pense, que les choses vont avancer et permettre, si vous voulez, à un nouveau paradigme économique de se mettre en place.
et de réussir. On en parlera peut-être tout à l'heure. Il faudrait peut-être redorer le blason de notre administration aujourd'hui, qui a été clairement touchée par... C'est un élément. Je pense par la corruption. Du capital humain. Donc, il existe. Donc, on ne sait pas encore, on ne l'a pas utilisé, on ne sait pas l'utiliser peut-être. Le capital humain, pour faire de bonnes institutions, il faut partir du capital humain, justement. Ça, c'est l'élément fondamental. Un premier élément. Il me semble qu'on peut imaginer, pour le président Tebboune, on peut imaginer 3 cercles ou 3 niveaux de responsabilité pour faire profiter de ce capital humain et arriver à construire petit à petit les institutions qui actuellement sont très faibles. Les institutions politiques d'abord, ensuite toutes les institutions, y compris administratives, etc. Les 3 niveaux, je pense un peu d'abord au niveau gouvernement. C'est-à-dire choisir, déjà, constituer un gouvernement d'une vingtaine ou d'une trentaine de ministres, ça, on verra ça. Et ça, c'est un premier cercle. Un deuxième, c'est les conseillers. Je pense que M. Tebboune a commencé déjà à annoncer un petit peu déjà sa première idée de désigner un conseiller ministre d'État chargé de l'information. C'est quand même très utile. Conseiller à la communication et porte-parole de la présidence. Voilà, c'est très, très, très important. Mais moi, j'ajoute, il faut ce deuxième cercle qu'il soit au nombre pratiquement équivalent au nombre de ministres, ou peut-être même un double ou plus, parce que les conseillers, je vais en parler tout à l'heure, les conseillers, ministres d'État ou pas, il doit y avoir un grand cercle de conseillers. Alors là, c'est la compétence qui prime et l'expérience. Ce n'est pas comme le gouvernement tout à l'heure, on a parlé d'adhésion, de confiance et de compétence. Là, au niveau des conseillers, c'est beaucoup plus la compétence et l'expérience. Et je peux aller plus loin encore et imaginer un 3e cercle de consultants qui sont rattachés, nommés, rattachés, pas des fonctionnaires, c'est des consultants, c'est-à-dire, je ne sais pas, rémunérés ou pas, comment, ça c'est des modalités, on verra, mais des consultants sur tous les points de vue, on en manque beaucoup. Moi, je suis président de la République, je prends mon téléphone, je dis, donnez-moi le consultant qui connaît le Guatemala. Les problèmes du Guatemala, ou ses habitants, ou autres, et j'aurai la réponse immédiatement. Ça en manque beaucoup. Donc, ces 3 cercles, si vous voulez, que je vais développer. Oui. Le premier, quand même, c'est très important parce que c'est l'actualité, c'est la constitution du gouvernement. Comment on va constituer ce gouvernement ? À mon avis, il y a d'abord, il faut prendre en considération un certain nombre d'éléments, une série d'éléments. Et le premier élément, la réalité sociale que nous vivons aujourd'hui. D'abord, la demande pressante de la jeunesse, la présence de la jeunesse, qui vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment en pourcentage. 1% des jeunes aujourd'hui sont impliqués dans la vie politique, 1% seulement. Voilà. D'ailleurs, ça fait partie également de ce qu'avait demandé le président de la République, c'est de faire participer davantage de jeunes à travers également la révision de la loi électorale, de l'éligibilité, de la moralisation de la vie politique, tout un chantier à ouvrir pour peut-être une nouvelle configuration de la scène politique. Voilà, Monsieur le Président de la République l'a annoncé dans ses premiers discours, dans ses premières interventions. Et bon, c'est vrai, on a parlé la dernière fois de jeunes de 26 ans. On a dit quand même, moi j'hésite sur... c'est pas une question d'âge. Peut-être les compétences des jeunes. Voilà, mais je pense qu'on peut faire à titre symbolique certains jeunes, vraiment jeunes, mais dans des domaines où ils peuvent quand même faire marcher les choses. Nous avons le ministre de la Jeunesse, le ministre du Transport, le ministère de la Jeunesse, celui du Transport, celui du Tourisme. Bon, tourisme, je veux bien. Pourquoi pas une femme... Celui du numérique. J'allais venir, les nouvelles technologies, parce que pour nous, déjà, l'ancienne génération n'est pas, comment dirais-je... À l'ère du numérique. Exactement, à l'ère numérique et technologique, etc. Donc déjà, on peut réserver un peu à un certain nombre de jeunes, certains ministères qui sont beaucoup plus techniques, technologiques, etc., tel tourisme. Et en même temps, moi, je l'ai dit la dernière fois, je le répète, avec ces conseillers, cette armée de conseillers qui sont très compétents, d'une expérience et de la compétence,
il y a une pépinière de jeunes qui travaillent avec eux. Oui. C'est dans cette pépinière que je puiserai les cadres algériens de la nouvelle Algérie d'ici 2 ans, 3 ans, etc. Monsieur Zaleni, on a parlé de compétences, vous avez parlé également de confiance. Et oui. Parmi les signaux que devra peut-être que la population attend dans cette confiance font partie de ces engagements annoncés par le chef de l'État. On a parlé du changement de la Constitution, de ce partage de pouvoir, de la mise en place de contre-pouvoirs, ce qui est nouveau aujourd'hui. Est-ce que ce lien va faire en sorte que le citoyen prenne sa place dans la société? Moi, je pense qu'il y a donc des consultations politiques qui sont en cours. Je pense qu'elles vont s'élargir et c'est à l'initiative donc du président de la République. Et ces aspects, à mon avis, sont fondamentaux parce qu'on est à l'écoute, si vous voulez, de propositions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui viennent d'en bas, qui viennent de... Et il va y avoir, donc, à mon avis, donc, une prise en compte de ces changements, notamment les changements en matière constitutionnelle, on en a parlé, en matière de gouvernance politique et sociale, donc la mise en place qui a été annoncée d'un certain nombre d'espaces de concertation sociale, que ce soit le Conseil national de la jeunesse. Alors qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui concrètement ? Moi, je pense qu'il faut ouvrir largement donc, le débat à la société civile organisée, aux partenaires sociaux. On va parler de l'économie tout à l'heure peut-être. Oui. Donc il va falloir donc, non seulement faire redémarrer donc, ce qui existe, mais imaginer un paradigme économique dans lequel les partenaires sociaux donc, ils vont être les acteurs de la production et de l'efficacité sur nos marchés, sur le marché national et les marchés extérieurs, donc doivent être accompagnés politiquement et mettre en place des politiques publiques. Alors ces politiques publiques qui sont dirigées pour pouvoir donc accroître la production, donc diversifier l'économie, donc ne peuvent être faites qu'à l'écoute de ces, quelles que soient d'ailleurs les insuffisances. Donc on apprend des erreurs et donc ouvrir ces types de. Alors parmi les ouvertures aussi annoncées, la séparation équilibre des pouvoirs, une presse libre, le respect des libertés individuelles, un processus qui pourrait encore une nouvelle fois ressouder les liens entre le politique et le citoyen. Monsieur Guéig, le citoyen est aujourd'hui dans ce besoin de retrouver sa place dans la société, d'en être un élément actif. Effectivement. Écoutez, moi, en ce qui me concerne, en tout cas, ce que je voudrais ajouter peut-être à ce qui a été dit et revenir à votre question, si vous permettez, c'est de dire que la difficulté que va rencontrer aujourd'hui, les difficultés, je parle même au pluriel, que va rencontrer peut-être le nouveau gouvernement, c'est qu'en essayant de composer entre acteurs, objectifs et ressources, la difficulté est qu'ils seront beaucoup plus appelés à faire des arbitrages qu'à prendre des décisions. Et c'est à partir de là que la question de compétence va se poser. Parce qu'on prend des décisions lorsque ces 3 ingrédients sont réunis et ne posent pas problème. Aujourd'hui, nous avons un problème de ressources, nous avons un problème d'acteurs, de ressources humaines, nous avons un problème de compétences, nous avons un problème également de visibilité stratégique et de lisibilité également d'interprétation de ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement immédiat. Voilà, la nécessité de mettre en place une vision stratégique à long terme, ce qu'on disait. Oui, stratégique à long terme, effectivement. Et la difficulté, c'est que dans beaucoup de secteurs, il est beaucoup plus question d'arbitrage que de prise de décision. Et c'est là où nous allons devoir rechercher où se trouve justement cette compétence et essayer donc de l'utiliser à bon escient pour pouvoir, en tout cas, rendre aux citoyens, donc algériens, la confiance qu'il a perdue malheureusement. Les institutions qui ont fonctionné jusque-là, on les a pratiquement vidées de leur contenu structurel, humain. Et on en a fait des coquilles vides. Et c'est à partir de là que la rupture de confiance qui s'est installée en Algérie entre le mesures à prendre pour vous, monsieur Guéig, gouverné, c'est-à-dire... Pardon ? Les mesures à prendre pour rétablir cette confiance, justement ? Alors, exactement. Alors, les mesures à prendre, elles sont multiples. La première, d'abord, c'est d'être honnête dans ce que nous proposons. De dire les choses clairement, de ne pas en fait promettre moins et merveille à l'Algérien et puis revenir quelques mois après pour lui dire on s'excuse, les ressources ne permettent pas. Donc la première chose, c'est être honnête. Être honnête et dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Les présenter de la manière la plus objective, la plus réelle. Deuxième chose,
c'est d'essayer également de rassembler, essayer de ramener un peu toutes les énergies, les bonnes initiatives qui existent dans notre société. Elles sont nombreuses. Et en fait, l'Algérie a les moyens de sortir de sa crise, si pour peu, on arrive bien sûr à dialoguer, on arrive à s'entendre, à s'écouter, à s'accepter également. C'est important. Aujourd'hui, ce qui se passe, et ça, ce n'est pas donc un secret, tout le monde est au courant donc des difficultés que nous rencontrons à convaincre certains, peut-être à essayer à donner confiance, à accepter, l'autre à essayer alors, également aller vers le dialogue, c'est une décision. Le dialogue, oui. Tous ces ingrédients c'est important aujourd'hui. Or, malheureusement, le problème est qu'il y a cette rupture de confiance. La question de la confiance, on ne peut pas la rétablir que par des mesures. C'est-à-dire que les premières mesures du futur gouvernement seront déterminantes, Monsieur Erguieg. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Surtout les mesures économiques. Alors vous faites très bien d'en parler. Par rapport à ce qu'on va proposer sur le plan économique. Alors vous me tendez la perche pour passer tout de suite au volet économique. De nombreux défis politiques, on vient d'énumérer les plus importants. On va passer au volet économique. Tout d'abord, je vous propose de retrouver ce reportage où on parle des défis économiques qui attendent le nouveau ou le futur exécutif. Avec Nawal Abeda. Une lourde responsabilité repose sur les épaules du Premier ministre Abdelaziz Jarrad et de nombreux défis attendent le staff gouvernemental qu'il va former. Des défis en mesure de répondre à la demande de changement réclamée par les Algériens depuis 10 mois et des challenges constituant le socle de la nouvelle République que le président fraîchement élu Abdelmadjid Tebboune avait promis de bâtir dès son investiture. Rétablir la confiance du peuple est la priorité du gouvernement de Abdelaziz Jarrad, comme il l'a lui-même affirmé à sa nomination. Et c'est à travers la concrétisation des réformes politiques annoncées par le chef de l'État que ceci reste possible. Diversifier l'économie nationale pour s'affranchir de la rente pétrolière est sans nul doute l'un des fronts ouverts devant le gouvernement attendu. Une économie qui s'est toujours adossée aux revenus des exportations hydrocarbures, mais qui ne peut plus s'offrir ce luxe, ce matelas financier, fondant comme neige au soleil et ne pouvant plus répondre, selon de nombreux spécialistes, aux besoins du pays d'ici la fin de l'année prochaine. La réduction de la facture des importations, la promotion des exportations, la lutte contre le gaspillage sous toutes ses formes, le ciblage des subventions ainsi que l'assainissement du climat des affaires semblent être parmi les axes prioritaires à même de redynamiser l'économie nationale. Une mission certes difficile, mais pas impossible, rassure bon nombre d'experts. L'Algérie, regorgeant de potentialités aussi bien naturelles qu'humaines, sa plus grande force résidant dans sa jeunesse qui représente plus de la moitié de la population. Au volet social, c'est un secteur de la santé malade et une gestion boiteuse malgré les ressources allouées qui attendent d'être rétablies. Quant à l'éducation nationale, en dépit des infrastructures nouvelles réceptionnées à chaque rentrée, l'école, de réforme en réforme, en est encore à se chercher. Sur le plan international, conquérir la place qui sied à l'Algérie parmi les grandes nations est également l'un des chantiers du staff Jarrad. L'Algérie, ce pays continent qui, de par son emplacement géostratégique, son rôle pivot en Afrique du Nord et son palmarès diplomatique, ne devrait jouer que dans la cour des grands. Alors mission difficile, pas impossible. Messieurs, vous le commenterez dans un moment. Le plus important pour le futur gouvernement sera de faire face donc à la situation économique et sociale qui devra affronter une crise avec la chute des prix des hydrocarbures, devant également à tout prix approfondir la réforme globale. Alors comment aujourd'hui concilier l'efficacité économique et la cohésion sociale, Monsieur Mekidech? Oui, moi je voudrais reprendre les termes de mon collègue Doran qui a bien analysé la situation. Dans la vision, il va falloir d'abord, avant de procéder à des arbitrages qui sont des arbitrages de ressources, de dotation de ressources à tel ou tel aspect économique ou social, il va falloir d'abord avoir une visibilité, une vision sur la base, de l'anticipation. Il faut bien qu'on intègre le fait que, tout à l'heure, vous disiez les prix du pétrole. Moi, je pense que ce n'est plus le déterminant essentiel, puisqu'on sait que, de toute manière, les quantités d'hydrocarbures à exporter sont en baisse
non pas uniquement depuis 2014, mais depuis 2007. Et on est dans une situation où les hydrocarbures vont de moins en moins financer l'économie et la société algérienne. Ça, c'est clair. Mais actuellement, l'économie du pays repose sur la fiscalité pétrolière. La question, c'est d'intégrer ça dans notre mentalité, d'intégrer ça, que ça est fini. Et c'est donc l'horizon qui nous apparaît le plus proche, c'est 2023, 2022, 2023. On aura, donc, comme on a épuisé le fonds de régulation des recettes, pour pouvoir financer les déficits du budget, on va donc avoir des réserves de change qui diminueront de façon substantielle. Deuxième dateur qu'il va falloir avoir présent à l'esprit, c'est qu'à 2030, l'essentiel de notre consommation énergétique va absorber ce qui reste comme exportation possible. C'est-à-dire, il va falloir pendant cette période allumer d'autres moteurs de la croissance sur le plan économique qui peuvent donc relayer le secteur des hydrocarbures, que ce soit pour la partie de dotation en tant que fiscalité, mais également en tant que devise. Et ça doit être intégré dans les choix économiques que l'on va faire aujourd'hui. On revient à cette vision stratégique à long terme. Et ça, c'est fondamental, je pense, parce qu'il y a une contrainte de ressources dont on a dont je viens de parler. Des ressources naturelles. Alors l'Algérie, Monsieur Guigues, devant connaître des tensions budgétaires, c'est ce qu'on s'attend à cela, entre 2020 et 2025, d'où l'importance d'une gouvernance rénovée. Une réorientation urgente de la politique socio-économique est aujourd'hui nécessaire, Monsieur Guigues? Effectivement. D'autant plus qu'aujourd'hui, en fait, l'Algérie, en fait, l'État, en quelque sorte, a très longtemps abandonné un certain nombre de secteurs qui pourraient assurer quand même des revenus assez conséquents pour doter le budget de l'État. Et malheureusement, par exemple, à titre indicatif, à titre d'exemple, vous prenez par exemple en matière de fiscalité locale. Moi, je ne comprends pas que dans des villes en Algérie, on abandonne des sources de revenus telles que, par exemple, le gardiennage des automobiles à des gardiens indépendants qui récoltent, qui ramassent de l'argent de la voie publique, alors que dans d'autres pays, c'est clair, on place des eurodateurs, et puis ces gardiens, ils sont recrutés. Ils sont recrutés par la commune, ils sont payés, ils ont un salaire mensuel. Les collectivités locales qui devront jouer leur rôle. C'est comme ça qu'on règle le problème. Et ça fait des recettes pour l'Algérie, pour les communes. Par exemple, on a également un autre problème, c'est sur le plan des choix économiques qu'il va falloir également assurer, c'est en matière de modernisation du secteur bancaire. Oui. Le secteur bancaire, en fait, tout le monde sait qu'aujourd'hui nos banques sont réduites à des guichets. Et nous avons donc des difficultés, nos banques ont des difficultés à assurer leur fonction primaire, qui est donc de créer des moyens de financement pour les particuliers, pour les entreprises, etc. Donc là, la Banque d'État également, la Banque d'Algérie, la Banque centrale, en fait, n'assure pas pleinement toutes ces prérogatives. Regardez ce qui se passe, par exemple, uniquement sur la gestion de la petite monnaie. Nous sommes peut-être le seul pays au monde où, au lieu de vous rendre la monnaie, on vous propose un bonbon. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Est-ce que vous pensez que c'est normal que dans une économie structurée, la Banque centrale n'est pas capable d'assurer suffisamment d'argent d'appoint pour assurer qu'il y ait quand même cette équation, cet équilibre nécessaire entre ce qui est mis en circulation dans une économie comme biens et services et qui doit être financé, qui doit être compensé par suffisamment de ressources monétaires. Et donc là également, c'est un autre chantier qu'il va falloir ouvrir, moderniser, remettre à jour un peu les modes de fonctionnement de nos banques, aussi bien primaires que la Banque d'Algérie, trouver également d'autres sources de diversification. Et là, c'est pas évident avec un système monétaire. Oui, monsieur. Productif. Oui, mais simplement, oui, nous avons des difficultés, par exemple, aujourd'hui, en matière de valeur. Monsieur Guigues, je donne la parole à monsieur Mekidesh et je vous reprends.
Alors, oui, je le rassure, Guillet, qu'on va dans le même sens. Hein. Donc, ce que je voulais dire, c'est que sur la vision à long terme, il va falloir, donc, il y a 4 défis en Algérie qui sont là, donc, et dont on ne peut pas reporter ad vitam aeternam le traitement, semestriellement ou même annuellement. Il y a le défi productif et technologique. Donc, c'est-à-dire que avoir, si vous voulez, un PIB dont les plus des 2 tiers, 64,5% sont assurés par le petit commerce, les services, l'administration, etc. Ça peut pas. Donc, c'est énorme. Dans les pays développés, donc qui arrivent à ça, c'est parce que, par ailleurs, ils sont dans des types de services qui sont des services technologiques à haute intensité, avec donc d'autres secteurs qui sont comme celui de l'industrie, donc qui est autour de 6%, donc c'est insuffisant. Et nous avons le BTPH 16%, donc qui souffre maintenant parce que la commande publique a régressé du fait des dispositions qui ont été prises dans la loi des finances 2020, qui a, si vous voulez, diminué de 20% le budget d'équipement. Les solutions aujourd'hui, il faudrait aller vers quoi? Les solutions aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que sur ce défi productif et technologique, il va falloir, de façon concrète, si vous voulez, mettre à plat et évaluer, si vous voulez, les politiques publiques de filières qui ont été mises en place. L'automobile, l'électroménager, etc. Alors, on évalue, est-ce que finalement mettre en place un business model, où nous avons donc plusieurs ou une kyrielle de petites entreprises ou de moyennes entreprises de 40 000 véhicules, 20 000 véhicules avec des kits importés, va pouvoir tenir la route. Moi je dis non, je le dis de façon cash. Pourquoi? Parce que sur le plan économique, il va falloir, parce que ça fait des pressions sur notre balance des paiements et on ne pourra pas, si vous voulez, supporter, en tout cas le budget de l'État, ni nos comptes extérieurs ne peuvent supporter, si vous voulez. Ne le permettront déjà à l'avenir. Peut-être qu'il va falloir revoir ça, avoir un business model scale-ward, c'est-à-dire avoir des grandes usines de 200 000, 300 000, 400 000 véhicules, dont une partie est exportée pour pouvoir participer au financement en devises de l'ensemble du modèle business. Et ça n'a pas été mis en place. C'est-à-dire que c'est valable aussi pour les équipements électroménagers, c'est valable pour le... Alors on va parler... Ça, c'est important. Et sur le plan d'autres défis, il va falloir également... On va revenir avec vous sur la fiscalité, sur la réforme de la fiscalité notamment. Monsieur Zalani, de nouveaux choix économiques aujourd'hui sont primordiaux. Oui. Alors moi je voudrais rouvrir un petit peu une petite parenthèse. Je reviens un peu en arrière pour les questions de la confiance, l'adhésion populaire, parce que finalement, pour faire démarrer les choses, il faut commencer toujours par là. Donc, je salue quand même l'idée de M. Tebboune d'ouvrir des consultations, de larges consultations au niveau de toutes les couches du peuple. Parce que les marches, à partir du 22 février jusqu'à aujourd'hui, les marches, ce que j'appelle moi toujours les marches de la liberté, au lieu de parler de harak, ou je ne connais pas le mot, ça veut dire. Mais aujourd'hui, sur le plan économique, c'est-à-dire quels choix devrons-nous prendre à l'avenir pour faire redémarrer cette machine? J'arrive. Juste, je voudrais d'abord ça. Il faut donc continuer la large consultation. Au niveau de la justice, il y a un point quand même qui doit être réglé. Au niveau de la justice, tout en continuant la lutte contre la corruption. Oui. Je pense que la justice, sans intervenir dans la justice, parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, songent à l'idée que M. le Président de la République peut prendre certaines mesures, etc. Non, la loi, il a parlé de la séparation des pouvoirs, peut-être on en parlera une autre fois, mais ne lui permet pas, parce qu'il faut, pour n'importe quelle mesure prise par le Président de la République dans ce domaine de la justice, il faut une décision définitive. Donc on ne parle pas de ça, c'est la grâce. Le Président de la République a tranché là-dessus, il avait dit qu'il n'y aurait pas d'amnistie. Oui. La justice doit prendre un peu la chose, je parle maintenant des juges, en main, accélérée, parce que c'est un droit accéléré pour les gens en détention préventive, qu'elle soit, moi je ne fais pas la différence entre corruption, opinion ou autre, ou ça existe, ça n'existe pas, ça c'est au juge de dire ça, c'est pas à nous. Mais seulement,
Par contre, on peut leur demander quelque chose qui est un droit, accélérer la justice, parce que l'article 1er du Code de procédure pénale, madame, introduit l'idée du procès équitable. L'élément fondamental, le pilier central d'un procès équitable, c'est le délai. Il doit être ni trop long, ni trop court. Ce sera parmi les mesures à introduire dans les réformes de la justice. Donc, en accélérant la justice, en arrivant au jugement des personnes, et donc ceux qui n'ont rien à se reprocher, ils vont avoir la relaxe, et d'autres éventuellement condamnés ou autres. Donc ça, c'est là. Et pour revenir maintenant au plan, sur le plan de l'économie. Alors sur le plan de l'économie, je vais vous interrompre, M. Zalani, on va tout de suite écouter les avis des citoyens et leurs attentes, justement. Ils sont vastes et énormes. Tout le monde le sait. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Moi je souhaite que ce soit un gouvernement de technocrates, des gens de terrain. Moi je suis optimiste. C'est un technocrate, c'est un professeur, etc. C'est quelqu'un qui a marché avec le Hirak, qui a porté ses revendications. Je crois sa nomination, elle est la bienvenue surtout pour le monde économique. Avec sa désignation, on va aller vers un gouvernement de technocrates, de compétences, pour mettre en rail surtout notre économie. Je crois que si les choses vont bien, maintenant on va aller vers un gouvernement de jeunes, un gouvernement de compétences. أنا في ظني الرجل عنده عبء ثقيل وحنايا كشعب لابد احنايا كما احنا نقولوا رانا نترقبوا عن كثب يعني هذا كما نقولوا التحركات يعني تاع الحكومه الجزائريه. ما دام السيد الرئيس عبد المجيد تبون دار الثقه تاعو في هذا الوزير، انا متاكد بان الرجل يعني محل ثقه، والرجل يشهد له بالنزاهه. يعني الناس السياسيين يعني في الداخل البلاد وخارج يشهدون للرجل بالنزاهه، وانه جيء به في هذه المرحله ليقود مرحله محوريه وحساسه في السياسه الداخليه الجزائريه. ونتمنى يعني في مطلع العام الجديد نتمنى ان الجزائر تكون يعني كما نقولوا قد استقرت سياسيا تماما. الرئيس تبون، السيد رئيس تبون انا داير فيه ثقه، والحكومه ديالو داير فيها ثقه ان شاء الله. نستنى منها ان شاء الله، نستنى منها الخير. واش راح نستنى منها؟ نستنى منها تكون تفتح افاق بزاف وتهتم بالشباب. من الجانب الاقتصادي نعطوا يعني الحوكمه فيما يخص تثمين الموارد الاقتصاديه، خاصه نحن في تحديات اقتصاديه واجتماعيه. فالاختيار للاستاذ البروفيسور عبد العزيز جراد يعد اختيار للطاقات الشابه للاداره الجزائريه، اللي ان شاء الله بربي نعرفوا باللي يروح بعيد، وان شاء الله بربي يوفقه في المهام تاعو النبيله. اول تحدي يجب ان يربحه رئيس الحكومه هو إرضاء على القدر المستطاع مطالب الحراك بالدرجة الأولى، لأنه هو الضامن الوحيد الذي يرجع أو يخلق جو عمل للحكومة الجديدة، مما يساهم في توفير ظروف اجتماعية، لأنه هذا البرنامج اللي راح يديره سيد رئيس الحكومة مهما كان برنامج يعني متعلق بالشعب الجزائري. مراعاة أيضا الجوانب ما يحيط بالمجتمع أو بالدولة الجزائرية في محيطها الخارجي، علاقاتها الدولية خاصة مع أوروبا، ثم في المرحلة الثانية علاقاتها مع الدول العربية. نتوقع في الحكومة الجديدة هذه تكون تفتح آفاق، تفتح حوار مع النقابات، حوار مع الطبقة السياسية. واش يستنى الشعب الجزائري؟ يستنى الأول شيء المعيشة، الضريبة، القدرة الشرائية، القضاء على الساكن، إعادة هيبة الدولة، إرجاع الدبلوماسية الجزائرية. هذو كاع نستناو بالحكومة هذه إن شاء الله. De nombreuses attentes relevées aujourd'hui par les citoyens, pouvoir d'achat, dialogue social, un gouvernement technocrate, une meilleure économie. Alors aujourd'hui, on va parler peut-être de cette politique de réorientation, cette urgence de réorientation de la politique socio-économique. On va parler des transferts sociaux. Est-ce qu'il faudrait revoir aujourd'hui cette politique et cibler les subventions? Là, vous parlez du cœur des réformes structurelles à faire. Donc je disais qu'elles étaient reportées pour des raisons de calendrier politique.
par notamment le régime précédent, le pouvoir précédent, et alors que c'était déjà d'actualité depuis 2014. Donc on a reporté. Donc maintenant ça devient, il y a des solutions possibles donc pour les transferts sociaux, tout en ciblant, si vous voulez, les catégories des revenus les plus faibles, devoir leur apporter un appui direct, monétaire, comme ça a été fait en Égypte ou même en Iran, donc sur le plan par exemple de la subvention aux produits de première nécessité. Puisqu'on voit, donc, on ne peut plus supporter le gaspillage. Alors, on vous donne l'exemple. Aujourd'hui, 10 millions de baguettes de pain sont gaspillées par jour. C'est-à-dire que l'Algérien consomme 50 millions de baguettes par jour sur tout le territoire national et 10 millions sont... c'est une perte sèche. Sans parler des fuites aux frontières, sans parler des pâtisseries qui utilisent de façon indue, si vous voulez, des produits subventionnés pour vous vendre un produit qui est un produit de marché 10 fois plus cher avec des rentes qui... Alors, ça doit pour le pain, je vous donne ce chiffre. Il y a 4 ans, pour le pain, dans une intervention à la télévision, j'ai dit que les Algériens jettent chaque année, sans être économiste, un petit calcul de rien du tout, 4 milliards de dollars d'importation de blé. Et jette, parce qu'on jette la 4e baguette, parce que le matin, c'est pas bien, elle est bien fraîche, c'est pas bien fraîche. Donc on jette 1 milliard de dollars dans... Oui, alors c'est l'équivalent de 350. Il n'y a pas que les produits pétroliers. C'est l'équivalent de 350 millions de dollars gaspillés annuellement, juste pour le pain. Ça, pour le budget, c'est important. Deuxième élément, c'est le modèle de consommation énergétique, où on gaspille avec les fuites aux frontières. Donc, vous allez à Place des Martyrs, vous allez trouver les bus de la gare qui, dans les moteurs, tournent toute la journée à l'èche, parce que le gazoil n'est pas cher, etc. Donc tout ça, il va falloir revoir ça pour pouvoir, si vous voulez, dégager pour un démarrage économique efficient. Ça, c'est sur le plan budgétaire, donc avec évidemment le recours également aux encaisses oisives informelles. Donc, oui, l'informel également. Alors, Monsieur El Guéig, je vous reprends sur cette question de transferts sociaux et des subventions ciblées. Aujourd'hui, une nécessité ? Effectivement, parce que c'est pas vraiment normal et acceptable qu'on ait un accès, je dirais, ouvert aux subventions et que tout le monde, en fait, ait cet accès. En réalité, les subventions doivent d'abord être destinées aux couches sociales les plus précaires, et parce que justement il n'y a pas cette politique de ciblage en matière donc de subventions, que tout le monde en fait va accéder, va bénéficier de ces subventions. Moi, par exemple, ce que je préconise, ce que je peux proposer, c'est qu'il y ait un ciblage de ces couches par rapport à leurs revenus, et à partir de là, soit par un soulagement fiscal, c'est-à-dire en éliminant un certain nombre d'impôts, de telle sorte à laisser quand même un certain pouvoir d'achat à ces catégories sociales, soit carrément, déjà, il y a une piste qui a été donc révélée par Monsieur le Président dans son discours, c'est la piste de l'IRG. Effectivement, pour certaines catégories socio-professionnelles, dont les salaires, dont les revenus ne permettent pas quand même d'accéder à une large gamme de produits et services, il est inadmissible aujourd'hui qu'ils payent le même taux d'IRG. Par exemple, on peut soulager, on peut permettre à ces catégories-là d'accéder donc à ces subventions par un ciblage beaucoup plus, je dirais, intelligent et beaucoup plus juste. Et beaucoup plus juste. Je voudrais également revenir sur équitable, exactement. Je voudrais également revenir sur un autre aspect de réforme qui est très important, c'est la réforme fiscale. En Algérie, aujourd'hui, le taux de recouvrement fiscal ne dépasse guère les 10%. C'est-à-dire qu'il y a 90% de déperdition. Et ça, c'est de l'argent quand même qu'on peut utiliser dans le financement de pratiquement beaucoup de projets économiques, sociaux, etc. À titre d'exemple, les raisons de ces déperditions sont dues d'abord au secteur informel, aux entreprises dissoutes et aux contribuables non localisés,
qui représentent à eux seuls quelque chose comme 12 000 milliards de dinars de manque à gagner au budget de l'État. C'est énorme. Et donc, il y a également beaucoup à faire par rapport à la mise à jour, à l'actualisation des modalités, des techniques de recouvrement en matière fiscale. Et ça également, c'est une piste importante. Il y a également un mot également peut-être, parce que nous manquons de temps peut-être pour essayer de parler des autres volets, un mot peut-être sur les importations. Alors, les importations, en fait, on ne peut pas... Sur la limitation des importations, on parle de réduction des importations pour ne pas toucher également aux besoins des citoyens. Les importations, ça suppose qu'en contrepartie, ailleurs, chez nous, on ait réussi quand même à mettre en place un tissu productif qui permette de se substituer donc à ces importations. Maintenant, et puis contrôler la surfacturation. Pas par des logiques d'acquisition qu'on peut régler le problème, mais beaucoup plus par des logiques de capitalisation, c'est-à-dire on achète l'outil, mais il faut l'utiliser rationnellement. Il ne faudrait pas qu'on produise à des coûts qui dépassent énormément donc les coûts moyens, les coûts standards moyens donc partout ailleurs dans le monde. Donc ce n'est pas une question d'acquisition, c'est une question de capitalisation. Monsieur Mekidel, je vous en prie. Oui. Je voulais juste signaler que sur le plan, si vous voulez, ce qui va évidemment desserrer la contrainte budgétaire, c'est évidemment la reprise de la croissance. La reprise de la croissance, alors la substitution aux importations, la création, si vous voulez, d'entreprises en les aidant, en substitution aux importations, devrait être plus aidée. En ciblant ça du point de vue, parce qu'en contrepartie, on va limiter les importations et puis on crée de l'emploi. Donc, on gagne sur les deux tableaux. Avec, des grandes, si vous voulez, des filières qui sont orientées vers l'exportation massive à la place des hydrocarbures et de produits industriels. Oui, le secteur productif est un élément clé aujourd'hui. Et non pas avoir, si vous voulez, des petites usines orientées vers des marchés captifs, car le concept de CKD et de SKD qu'on a utilisé dans notre industrie, dans nos filières industrielles, notamment dans l'automobile, est né à l'étranger. Il est né à l'étranger de la part des grands groupes qui, eux, ont trouvé un moyen d'élargir leur part de marché dans les pays émergents. Nous, on n'a pas la même problématique. Notre problématique, au contraire, c'est de pouvoir également exporter et d'avoir un partenariat où nous allons nous associer avec ces grands constructeurs pour aller vers des marchés ensemble à l'export. Oui. Alors là, nous sommes réduits à importer des kits et lorsque notre balance des paiements va se resserrer de plus en plus, les arbitrages dont on parlait tout à l'heure que le gouvernement devra faire, lorsqu'il aura à faire entre l'importation de médicaments, de blé ou bien la sécurité du pays, et donc ça va être fait, c'est ces priorités qui vont être prises en compte et non pas, si vous voulez, d'importer des kits. Et c'est pour ça qu'il va falloir revoir ces modèles, ces business models de ces filières. Il va falloir des études de filières et les bilans doivent être faits. Alors des bilans, des études de filières, y compris d'ailleurs dans les niches fiscales. On parlait donc, il y a des secteurs et des filières qui ont bénéficié de niches fiscales. Oui. Allez, disons l'hôtellerie, où ça a été un succès relatif, mais est-ce que 10 ans sans payer d'impôts, où ils sont libres d'impôts, est-ce que c'est pas trop? Il faut qu'ils participent également en tant que toute la politique. Donc c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute des partenaires sociaux et redémarrer d'autres filières. Alors nous n'aurons pas le temps de parler peut-être de tout, l'assainissement du climat des affaires également. Justement. Mais, oui, vous vouliez intervenir là-dessus, sur l'assainissement du climat des affaires. Oui, d'abord pour les importations. À mon avis, il faut lutter sans merci contre le gaspillage, la contrefaçon. Ça, c'est une façon de limiter les importations déjà. Et la surfacturation. Et la surfacturation, j'en arrive. C'est la troisième dont a parlé M. Tebboune, mais pas avec la sanction pénale. Moi, je suis juriste et pénaliste. Mais mettre des mesures de contrôle. Il y a d'autres mesures de contrôle. C'est pas peut-être ici qu'on peut parler. Oui, on n'a plus le temps. Là, on arrive à un terme d'émission, mais très rapidement. Tout cela passe par... c'est-à-dire l'avancement de l'économie d'une manière générale, passe par un bon climat des affaires. Le climat des affaires, pour qu'il s'améliore, il est devenu maintenant même un principe constitutionnel. L'Algérie doit faire tout pour améliorer le climat des affaires. Bon, c'est vrai, c'est pas sa place dans la Constitution. Plus visible, oui. Alors, pour le climat des affaires, il faut passer par en deux mots, M. Zalani, s'il vous plaît. En deux mots, pour passer par la déréglementation, par la débureaucratisation. Pour passer par là, il faut passer des lois. Pour faire des lois, il faut avoir de bonnes institutions. Pour avoir de bonnes institutions, il faut d'abord un cadre juridique sérieux qui est la Constitution. Donc d'où
qu'on doit commencer le plus tôt possible à installer la commission pour réformer la Constitution, ensuite les lois électorales sur les partis, etc. Et ensuite passer aux élections. Parce que là, les institutions qui fonctionnent actuellement, il faut les laisser. Il ne faut pas les toucher tant qu'on n'a pas de quoi remplacer ces institutions. Alors, et arriver aux élections, et en commençant par la mairie et en montant vers l'Assemblée nationale. Oui, et c'est là qu'on rentre dans vraiment la nouvelle République annoncée hier. Alors, on terminera 2 mots, s'il vous plaît, messieurs, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Maintenant, on a parlé de cette importance de redorer le blason de l'université, d'en faire un véritable vivier d'idées. Aujourd'hui, il faut qu'elle soit en concordance avec les besoins du marché de l'emploi. Elle peut être aussi des références pour les études et les évaluations. Pas uniquement, moi je pense que un dernier mot sur ça, s'il vous plaît. Un dernier mot, parce que quand j'ai parlé du défi productif, j'ai fait un binôme avec le défi technologique. Oui. Et maintenant, donc, vous savez que l'économie, si vous voulez, la concurrence et de la productivité se fait aux frontières technologiques, au savoir, à l'économie fondée sur le savoir. Et l'université algérienne peut apporter, que ce soit dans la digitalisation, dans les industries numériques de contenu, que ce soit dans les énergies renouvelables, mais également dans les process industriels, à mon avis, elle peut apporter un plus donc aux investisseurs et aux filières industrielles. Même avec les institutions, elle peut être une référence et pour des études. développer l'industrie des services comme étant un des moteurs pour l'exportation de services. Donc, parce que nous avons des Algériens qui sont à la Silicon Valley, qui sont en Europe, des références, il y a pas et ils sont disponibles, on peut mobiliser leur savoir-faire pour pouvoir induire une université et un système, si vous voulez, éducatif de façon plus générale et de recherche orienté vers la production. Monsieur, je vais vous donner la parole, monsieur Zalali, mais d'abord on terminera avec monsieur Ergueyeg, un dernier mot donc, sur cette importance de la valorisation des universités, créatrices d'idées également, avec toute cette jeunesse qu'elle englobe. Effectivement, écoutez, aujourd'hui les entreprises qui réussissent, les grandes entreprises, disposent de ce qu'on appelle une cellule ou un service ou un département recherche et développement. Or, l'économie et les économies dans le monde entier, elles sont supportées par des petites et moyennes entreprises, en gros. Et ces petites et moyennes entreprises, même en Algérie, ne disposent pas de ces capacités de mettre en œuvre et de mettre en place une cellule ou un département recherche et développement. D'où l'idée peut-être de créer ces recherches, ces départements de recherche et développement au niveau des universités, financés partiellement par l'État, mais également partiellement par les petites entreprises. Et c'est à ces départements de recherche et de développement qui sont situés au niveau des universités algériennes de promouvoir l'innovation, la créativité, le développement de nouveaux produits, voire de nouveaux services, et également l'assistance technique aux entreprises, quelle que soit la taille de ces entreprises-là. Donc il y a beaucoup à faire en matière donc, de recherche et développement, et c'est une des formes justement de mettre en place cette fameuse passerelle qui n'existe pas jusqu'au jour d'aujourd'hui entre les universités algériennes et les entreprises algériennes. Donc c'est une façon